Bienvenue à tous. Ça y est, les élus provinciaux du Kasaï occidental ont approuvé le budget de l'exercice 2014. Le vote de ce budget, qui s'élève à près de 161 millions de dollars américains, est intervenu après un long débat entre le chef de l'exécutif et les députés provinciaux au siège de l'Assemblée provinciale. Ce sont les parlementaires provinciaux du Kasaï occidental qui votent la recevabilité du projet de budget de la province. Les 161 millions de dollars américains du gouvernement Condé pour faire fonctionner le Kasaï occidental en 2014 sont ici acceptés par l'autorité budgétaire, l'Assemblée provinciale. Ce vote est intervenu après la réplique du gouverneur de province aux préoccupations des députés provinciaux présentées 2 jours plus tôt. Dans cette réplique, le gouverneur de province Alex Condé a donné les grandes précisions sur les budgets. Je me dois cependant de signaler que le gouvernement est tenu d'opérer des choix prioritaires en fonction des urgences et des ressources disponibles. Mais tout compte fait, je vous rassure que votre gouvernement se conformera aux ajustements éventuels que l'Assemblée provinciale apportera au projet du budget, ce qui est également valable pour la construction de l'aéroport de Chikapa. Je voudrais de prime abord confirmer que les différents projets envisagés par votre gouvernement sont créateurs d'emplois et par conséquent générateurs de revenus qui pourront contribuer à soulager l'état précaire dans lequel vivent nos populations. Je dois cependant relever que le recrutement, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, devra s'effectuer dans le respect des textes légaux en vigueur, c'est-à-dire sans aucune discrimination quelconque entre nationaux. Un aspect particulier dans ces budgets, c'est l'appui à la réforme de la police nationale congolaise. Alex Condé promet d'être à côté de la police pour soutenir cette réforme dont un crédit est prévu dans ces budgets. Et puis sachez que la ville de Kananga sera bientôt électrifiée, et ça par courant solaire. La signature de protocole d'accord a eu lieu donc ce mercredi entre le numéro 1 de la province du Kasaï occidental et la firme sud-africaine Megatron Fédéral. La matérialisation de cet accord aura des impacts non seulement sur le secteur de l'industrie et le développement de la province. Images et commentaires. Ce protocole d'accord vise l'électrification de la ville de Kananga par un courant solaire. L'objectif principal est de combattre le manque d'électricité dans cette ville et promouvoir progressivement son industrialisation. Ministres provinciaux et membres du cabinet du gouverneur sont ici invités à assister à cette cérémonie. Le gouverneur de province appose ici sa signature sur le document de l'accord. Alex Condé est suivi du responsable de l'entreprise sud-africaine Megatron Fédéral, qui fait lui aussi preuve de l'engagement de son institution dans ses projets. Après cette signature, le gouverneur de province Alex Condé Mopompai explique le sens et les mobiles de cet acte. Je remercie la société pour avoir accepté de faire confiance en la province du Kasaï occidental, en acceptant spontanément de venir examiner avec nous nos besoins et de trouver des solutions progressivement. Nous venons de signer ce que nous avons appelé un protocole d'accord, mais ceci est un cadre général de tout ce que nous allons faire. Si vous avez bien suivi, nous avons identifié beaucoup de secteurs dans lesquels nous allons pouvoir collaborer avec la société Megatron. Et à chaque fois que nous aborderons un projet dans un secteur donné, il est dit que nous passerons à la signature d'un PPP, donc un partenariat public-privé. Pour l'instant, le protocole d'accord, comme venait de le dire M. Ryan, prévoit déjà un projet. Ce projet, c'est celui de l'électrification de la ville de Kananga, et par déduction, il sera aussi celui qui apportera la solution au problème d'eau potable dans la ville. La cérémonie de ce jour a donné aussi une occasion aux responsables de l'entreprise Megatron Fédéral de dire sa gratitude au gouverneur de province et son équipe pour l'accueil et le bon déroulement de la manifestation.
Nous voudrons d'abord remercier le gouverneur ainsi que tout son gouvernement et la province du Kasaï de nous avoir invités ici et surtout de nous donner cette opportunité de collaboration. Une fois ces systèmes de production de courant solaire implantés, le Kasaï occidental bénéficiera de 2 MW pour son alimentation. À ceci s'ajoute la construction d'un micro-barrage de 6 MW sur la rivière Chibashi pour l'alimentation de la ville de Kananga et la régie des eaux. Changeant de registre pour parler cette fois-ci éducation avec la formation des enseignants à travers la République qui demeure un souci majeur pour le gouvernement. On en veut pour preuve l'inauguration de ce centre de documentation dénommé IFADEM situé dans la commune de Kimbantsiki. L'inauguration a donc eu par le ministre de tutelle Maker Mwangou Famba. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, en collaboration avec les comités de coordination IFADEM de l'équipe projet appui à l'enseignement primaire APEP, a inauguré ce mardi le centre de documentation IFADEM à Kimbantsiki. Ce projet qui vise la formation à distance de maîtres et la mise à la disposition des enseignants des outils pédagogiques se distingue par l'importance de son public cible. 300 maîtres répartis en 3 sous-divisions éducationnelles, notamment Kasangulu, Kimbantsiki, Kengi, ont été formés entre le mois d'août et le mois de novembre. Ceci pour le préparer à en former d'autres. Les objectifs spécifiques poursuivis sont, je cite 1, le renforcement des capacités techniques et professionnelles des institutrices, des instituteurs, par l'acquisition des approches et procédés adéquats dans la conduite des leçons de l'écriture et des mathématiques. 2. La maîtrise des langues d'enseignement, plus précisément les langues congolaises, à savoir les lingala, les swahili, les kikongo, les tshuluba, ou la langue du milieu, et la langue française pour enseigner dans les classes de 3 degrés élémentaires, moyens et terminales du cycle d'études primaires, en référence aux orientations pédagogiques et aux directives méthodologiques consignées dans le nouveau programme national du primaire. Cette formation porte essentiellement sur 4 livrets conçus localement qui permettront aux tuteurs d'être suffisamment outillés. Cette formation porte essentiellement sur 4 livrets que vous pouvez voir ici. 4 livrets qui ont été conçus localement en coordination avec 2 experts internationaux. 2 livrets sont consacrés à l'apprentissage du français comme langue d'enseignement et langue d'apprentissage dans ses composantes écrites et orales. Vous avez un autre livret qui insère cet apprentissage dans le contexte linguistique de départ, c'est-à-dire une des 4 langues nationales de la RDC, et un autre livret qui aide à l'application du nouveau programme du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Des outils didactiques qui faciliteront le développement des compétences des enseignants. Et puis c'est une nouvelle entrée d'Antenne A, là, cette chaîne privée qui vient de faire dans son entrée au bouquet Canal 7, après la radio-télévision nationale congolaise, Top Congo FM et votre chaîne d'excellence B1. C'est donc ce jour que Antenne A rejoint la grande famille des chaînes francophones via satellite par l'opérateur audiovisuel Canal+. Jour mémorable, ce 11 décembre 2013 restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire d'Antenne A, chaîne de télévision privée congolaise qui vient à ce jour de rejoindre la grande famille des chaînes francophones Canalsat, diffusée via le réseau satellitaire par l'opérateur français Canal+. À l'instar de ses prédécesseurs déjà sur le bouquet, la RTNC sur le 140, B1 sur le 141, Antenne A vient par cette entrée ouvrir au monde une fenêtre de plus sur la RDC, question de promouvoir et de vendre l'image du pays au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, Antenne A a la possibilité de s'étendre au travers du signal transmis par satellite par Canal+, de s'étendre dans tout le pays. Donc nous apportons notre passerelle à l'expansion et au développement de Antenne A. Non seulement en RDC, aujourd'hui, le signal va être suivi à Kisangani, à Lumbashi, à Béni, à Butéo, à Mwanda, à Sianfoumou, partout dans le Congo profond. Et donc aujourd'hui, avec le satellite que nous avons, ça permettra à ce que nos abonnés puissent suivre Antenne A. Première chaîne privée en République démocratique du Congo. Vous trouverez désormais Antenne A sur le 142, tout bouquet confondu, au grand bonheur des abonnés Canal 7.
Bienvenue donc à Antenne A. Les structures des soins de santé primaires en milieu rural et les leaders des confessions religieuses ont échangé ensemble sur la sensibilisation de ces derniers afin de leur implication dans la lutte contre la malaria, et cela par l'incitation des femmes fidèles et des enfants de leur église à la fréquentation des centres de santé pour prévention, dépistage et traitement contre le paludisme, mais également l'approvisionnement moustiquaire imprégné d'insecticides. Candice Nzonatima pour plus de détails. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables au paludisme, maladie communément appelée malaria. Les femmes étant aussi celles qui fréquentent le plus les assemblées religieuses, la structure des soins de santé primaires en milieu rural a tout naturellement tenu à échanger avec les leaders des confessions religieuses pour une forte sensibilisation sur les effets nocifs du paludisme. L'entretien s'est déroulé dans la salle de conférence de 100 rues dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Le but est d'obtenir l'implication à grande échelle de lutte contre cette pandémie. Ce que nous attendons de ces leaders religieux, c'est la vulgarisation de messages de lutte contre le paludisme. Qu'ils vulgarisent ces messages de prévention, qu'ils vulgarisent le message de prise en charge, qu'ils orientent la communauté vers les structures ciblées dans la prise en charge. Les leaders des confessions religieuses sont les personnes qui ont une grande influence sur la population. Ça vaut quand même la peine parce que nous disposons avec nous une grande partie de la population, les leaders religieux. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ça c'est une réalité. Et que les responsables religieux, en tout cas, ont à leur disposition une grande partie de la population. Je dois l'avouer également, je n'avais jamais eu une formation pareille en tant que leader religieux. On a quand même appris certaines choses, certaines informations qui pourront nous être utiles en rapport avec nous qui sommes dans la pastorale de jeunes. Rappelons que la RDC occupe le 2e rang du point de vue taux de mortalité palustre dans le monde, d'après le rapport mondial sur le paludisme 2012. Et nous allons toujours parler de sensibilisation, cette fois-ci dans le trafic illicite des êtres humains. Cas défi de la République démocratique du Congo, c'est là le thème retenu au cours du Forum international des femmes de l'espace francophone qui a organisé une conférence débat en collaboration avec l'Open South City for Initiative Southern Africa. Le cadre choisi, l'hôtel Sultani. Trafic illicite des êtres humains, cas de fille de la RDC, voilà le thème de la conférence débat qui a été organisée ce mercredi à l'hôtel Sultani par le Forum international de femmes de l'espace francophone en collaboration avec Open Society for Initiative Southern Africa au CISAP. Le but étant de sensibiliser de femmes et de jeunes filles congolaises sur toute forme de traitements dégradants dont elles sont parfois victimes. Nous sommes venus réclamer nos droits, que notre État congolais puisse veiller de tout ce qui se passe auprès de nos filles et femmes. La problématique de l'exploitation des femmes dans les zones minières, la traite de jeunes filles congolaises entre la frontière du Bas-Congo et de l'Angola, puis le trafic de jeunes filles et femmes congolaises à l'étranger, cas des Liban, sont là les 3 interventions qui ont été évoquées au cours de cette conférence débat. Que nous puissions sensibiliser les gens, les jeunes, les hommes, les femmes que vous aviez vues sur l'exploitation des femmes dans les zones minières artisanales. Nous voyons toutes sortes de situations qui sont érigées en système où la femme en fait devient un objet. Nous devons, nous, en tant qu'autorité politico-administrative, mettre en place des structures d'accueil. Parce que pour un premier temps, pour contraindre quelqu'un à quitter le site minier, il faudrait lui offrir autre chose en contrepartie. Mais c'est un processus et donc nous comptons sur les efforts des uns et des autres pour qu'il y ait changement réel dans cette partie du pays. Un jeu de questions-réponses a clôturé la fin de cette conférence débat. Lisons à présent quelques titres parus sur le net ce jour à travers les lignes. D'abord à lire dans afrique.com, le Japon couronne un jeune chercheur burkinabé. Le jeune burkinabé Naonu Belko a été lauréat du concours international 2013 pour les jeunes chercheurs à Angromi, organisé par le Japon depuis 2007. Naonu Belko, jeune chercheur burkinabé à l'Institut sénégalais de recherche agricole, est donc le lauréat du concours international que le Japon organise pour les jeunes chercheurs dans le domaine de l'agriculture aux côtés de 2 autres chercheurs malaisiens et thaïlandais.
Congolais. Le prix a été décerné le 20 novembre dernier à Tokyo, au Japon. Son travail était basé sur le phénotypage à haut débit et sélection pour la tolérance à la sécheresse chez les Niébé. Lui a donc valu ce prix et les résultats de ce travail permettront ainsi de contribuer à l'accroissement de la productivité du Niébé, l'amélioration de l'alimentation des populations et du bétail ainsi que la lutte contre la pauvreté dans les zones sahélo-sahariennes. À lire dans Le Progrès, Afrique du Sud, Desmond Tutu se fait cambrioler pendant l'hommage à Nelson Mandela, fait savoir le tabloïd. La résidence de Desmond Tutu au Cap a été cambriolée ce mardi alors que l'ancien archevêque anglican se trouvait à Soweto près de Johannesburg pour la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Je peux confirmer qu'il y a eu un cambriolage en début de soirée dans la résidence de Desmond Tutu à Milnerton, un quartier du Cap, a affirmé le porte-parole du prix Nobel de la paix, Roger Friedman, sans préciser l'importance des objets volés. Desmond Tutu, 82 ans, et son épouse se trouvaient mardi à Soweto. Il a prononcé la bénédiction de clôture de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela dans le stade FNB. Il a ajouté par ailleurs que le cambriolage était survenu mardi en début de soirée sans préciser l'heure. Et puis en page économique, sachez que c'est ce mardi qu'a été tenue la 11e réunion ordinaire du comité de politique monétaire. Il s'est dégagé de cette rencontre que tous les objectifs de la politique monétaire demeurent globalement sous contrôle. Sous la présence du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nimbo, la 11e réunion ordinaire du comité de politique monétaire tenue ce mardi 10 décembre 2013 a décidé de maintenir et changer son dispositif de la politique monétaire, à savoir le taux directeur à 2% et le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue à 8% et sur les dépôts à terme à 7%. Il s'est donc dégagé de cette réunion qui a porté globalement sur l'analyse de la conjoncture économique nationale et internationale que tous les objectifs de la politique monétaire demeurent globalement sous contrôle. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que le franc congolais reste une monnaie stable. Et je vous demande d'avoir confiance en cette monnaie. Parce qu'à l'instar des grandes devises ou des principales devises que nous connaissons, notamment le dollar américain et l'euro, le franc congolais peut connaître des fluctuations erratiques. Ce n'est pas anormal, ce n'est pas de l'instabilité. Dans tous les cas, malgré cette légère volatilité, je peux vous confirmer que le marché d'échange demeure globalement stable. Et la Banque centrale du Congo, dans sa politique de lissage du taux d'échange, veille toujours à ce que la volatilité journalière ne dépasse pas 1,5%. La Banque centrale du Congo ne ménage aucun effort pour préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise, une détermination affichée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Nimbo. Mes vœux le meilleur à la population congolaise, mes vœux de prospérité, de bonheur pour l'année 2014. C'est un honneur pour moi de le faire aujourd'hui. Et j'en profite pour assurer mes frères congolais que la Banque centrale, qu'ils soient rassurés, ne ménagera aucun effort pour préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise. En vue de fonder des décisions sur des informations exhaustives, définitives et vérifiées, le comité de politique monétaire informe par ailleurs l'opinion que ces réunions se tiendront désormais dans les 10 jours du mois qui suit le mois sous examen. Un changement qui vise essentiellement l'optimisation et l'efficacité des décisions de politique monétaire. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Marseille en France. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.